Comme il est rare qu'une étoile nouvelle apparaisse dans le ciel, si vous voyez une lueur traverser notre atmosphère, il s'agit certainement d'une comète, un événement rare qui s'est pourtant produit. Le 31 janvier de cette année, le japonais Hyakutake à Ayato, près de Kagoshima, aperçut une étrange lueur. La comète Hyakutake venait de naître. Venue des confins de l'univers sur une orbite que personne n'avait repérée, Hyakutake avance à la vitesse de 30 km à la seconde. C'est ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, que nous sommes venus suivre en direct le travail de la communauté scientifique qui observe cette comète. Fondé en 1936, cet observatoire est le plus important de France, avec un parc de 100 hectares situé sur les hautes plaines au nord du Luberon. L'Observatoire de Haute-Provence est le meilleur d'Europe quant à la qualité de l'atmosphère, la clarté de ses cieux et la douceur du climat. Mais avant de retrouver ces chercheurs chasseurs de comètes, ces comètes, d'où viennent-elles et où vont-elles? Dans l'histoire de l'humanité, les comètes ont longtemps fait figure de prodiges célestes, annonciateurs de bouleversements et de catastrophes. On sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas les redoutables messagères des dieux, mais les messagères du passé, formées il y a près de 5 milliards d'années. Les comètes proviennent des extrêmes limites de notre système solaire, dans des zones où la température est proche du zéro absolu. D'innombrables blocs de glace et de poussière gravitent lentement dans le lointain nuage de Oort, du nom de l'astrophysicien qui imagina son existence. Perturbé par l'attraction des étoiles proches, le nuage de Oort éjecte parfois plusieurs de ces blocs de glace qui plongent soudain vers le Soleil. Bien des années plus tard, ils parviennent dans les parages brûlants du Soleil. Sous l'action de la chaleur, l'astre commence à s'évaporer. Des jets puissants projettent des particules dans la direction opposée à celle du Soleil. Une chevelure immense et gracieuse se déploie dans le souffle chaud du Soleil. L'astre est devenu comète. La chevelure, ou coma, développe une double queue. L'une, rectiligne et bleutée, est constituée de gaz ionisés. L'autre, courbée et jaunâtre, éjecte des poussières. À chaque passage près du Soleil, la comète s'évapore un peu plus. Son noyau s'épuise et il finit parfois par se désintégrer, comme celui de la comète West en 1976. Certaines comètes sont très célèbres, comme celle de Halley, qui nous revient tous les 76 ans et fut visitée pour la première fois par une sonde spatiale en 1986. Shoemaker-Levy, elle, après s'être divisée en 21 morceaux, disparut dans l'atmosphère de Jupiter à plus de 200 000 km/h. C'était le 22 juillet 1994. Le 5 août 1995, les astronomes aperçurent pour la première fois, à 860 millions de kilomètres, Hale-Bopp. Tous l'attendent pour mars 1997 avec le même enthousiasme qu'ils éprouvent aujourd'hui en regardant la comète Hyakutake. Thomas Widmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu tout spécialement ici pour observer la comète. Alors pourquoi la communauté scientifique s'intéresse tellement à Hyakutake ? Parce que cette comète a plusieurs particularités. Il y a beaucoup de comètes autour du Soleil, qui tournent autour de nous, qui sont d'ailleurs pour la plupart totalement invisibles. Combien ? Des dizaines de milliers de comètes tournent autour du Soleil, et on ne les voit que lorsqu'elles s'approchent du Soleil, et qu'elles ont cette activité cométaire qui caractérise ce qui est de très joli dans les comètes, c'est-à-dire la chevelure, ce qu'on appelle la coma, ainsi que cette queue gigantesque qui part du noyau. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la comète est visible. Alors celle-ci a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'elle va en plus passer très près de nous. Pas trop près. Pas trop près, donc elle ne va pas quand même nous tomber dessus, ce qui serait embêtant. Mais elle va passer à quelques encablures, disons, du système Terre-Lune, à une proximité telle que nous avons estimé très opportun de venir l'observer et faire une moisson d'informations scientifiques de toute première importance concernant les comètes. Alors quand Hyakutake, quand elle a été découverte en janvier, elle était à peu près à quelle distance de la Terre ? Elle était à beaucoup de dizaines de millions de kilomètres de nous, donc à une distance où on commence à peine à l'apercevoir dans un grand télescope ou dans un très bon petit instrument, mais encore invisible à l'œil nu. Et en calculant sa trajectoire, on s'est aperçu qu'elle allait passer proche de nous et nous a un petit peu désorganisé tous les plannings d'observation de cet observatoire pour pouvoir l'observer au moment où elle passe au plus près de la Terre. Alors il y a deux types de comètes, celles qu'on dit périodiques et celles qui ne sont pas périodiques. De quel type est-elle ? Alors Hyakutake fait partie de ces comètes
apériodique, c'est-à-dire dont on n'a jamais vu le passage près du Soleil, et qui provient d'une direction qui ne correspond à aucune des comètes connues. Celle-ci se rapproche du Soleil depuis 9 à 10 000 ans environ. Elle est sur une orbite qui est quasiment parabolique, qui probablement se referme très très loin de nous, mais avec une période de l'ordre d'une dizaine de milliers d'années. Donc c'est une comète qui voit le Soleil pour sans doute très très peu. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de taille? Parce qu'on ne se rend pas bien compte. Oui, alors, ce qui est d'autant plus étonnant avec les comètes, c'est que le noyau lui-même, la partie solide finalement qui est soumise aux lois de la gravitation dans le système solaire, qui détermine son orbite, est très petite. Elle pèse très peu de kilogrammes et elle mesure une dizaine de kilomètres de diamètre seulement. C'est à peu près la taille de Paris finalement. Ça, c'est le noyau. C'est le noyau lui-même, le noyau solide qui comporte tous les gaz qui vont petit à petit se répandre autour et former cette boule lumineuse qui caractérise la chevelure de la comète et puis sa queue également. Alors la chevelure elle-même a une dimension très importante par rapport au noyau. Elle fait, celle-ci, actuellement, Hyakutake fait 200 000 à 250 000 km de diamètre. Pour 10 km, pour seulement 10 km de noyau. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, la gravité est très faible, donc le gaz forme une bulle assez lâche, finalement, autour du noyau. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 200 000 km, ça fait à peu près, en ordre de grandeur, la distance de la Terre à la Lune, un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il y a là un petit dispositif qui permet de représenter la Terre et la Lune dans l'espace. Nous sommes ici, donc sur la Terre, et la Lune est à peu près 300 000 km de nous. Oui. Eh bien, la comète, le noyau lui-même est microscopique à cette échelle, mais la comète, la coma plus exactement, mesure 200 000 km de diamètre, ce qui fait qu'elle aurait presque du mal à passer entre la Terre et la Lune. Et la queue, alors, parce qu'on mélange, nous, souvent la chevelure et la queue de la comète. Voilà, la queue a une composition physique un petit peu différente, et elle, par contre, prend des proportions colossales, puisque actuellement, Hyakutake a une queue de 2,5 millions à 3 millions de kilomètres, ce qui fait à peu près plusieurs fois le diamètre du Soleil. Bien Thomas, ça y est, le miracle est arrivé, on voit Hyakutake. Absolument, le télescope est en train de commencer l'acquisition de cette comète. Elle apparaît sur cet écran de contrôle qui est une caméra vidéo qui est située au foyer du télescope qui nous donne la reprise finalement de l'image de ce qui rentre dans l'instrument scientifique que nous faisons fonctionner avec ces écrans qui sont là. Il y a un système très astucieux d'autoguidage qui nous permet de ne pas avoir à vérifier en permanence que la comète est bien dans le centre de la fente d'acquisition. C'est le petit écran qu'on voit là. Le petit écran qui est sur le côté. Ce petit carré que nous avons amené ici nous permet, une fois qu'il est bien centré sur l'image de la comète, d'être certain que par un effet de rappel électronique, nous avons le télescope qui est en permanence ramené sur l'image exacte de la comète au cas où il y ait des petites turbulences électroniques ou des petites turbulences atmosphériques qui nous écartent un petit peu du centre. Et qui peuvent arriver de façon fréquente. Qui arrivent dans tous les instruments d'observation professionnelle parce que le télescope est extrêmement lourd, il pèse plusieurs dizaines de tonnes et donc la précision de pointage à la seconde d'arc près nécessite forcément des rappels sur cette mécanique très très précise. Alors comment vous calculez avec... Alors effectivement, ce qui repère la position de la comète dans le ciel, ce sont ses coordonnées. Exactement comme un lieu sur Terre, il y a une longitude, une latitude pour chaque ville du globe. Eh bien, c'est la même chose pour les étoiles, les astres, quels qu'ils soient, les comètes notamment, ont chacune deux angles qui caractérisent leur position. Et nous avons orienté le télescope dans cette direction avant de commencer la pause. Ces angles varient très rapidement pour la comète parce qu'elle se déplace en tournant autour du Soleil. Elle passe en ce moment donc au plus près de la Terre et son mouvement apparent depuis la Terre est très rapide. Elle se déplace de plusieurs fois la dimension de la Lune par heure en ce moment. Donc ces coordonnées changent et nous devons suivre en plus la trajectoire de la comète au cours de la pause. Cette pause qui va durer 1 heure. Le temps de pause est affiché ici. Nous comptons le temps de pause en secondes. Oui. Et la seconde, c'est cette seconde qui bat aussi dans cet observatoire, comme dans chacun des bâtiments que vous avez pu visiter. C'est un bruit extrêmement caractéristique. Qui est un bruit un peu lancinant dans chacune des coupoles de ce site de l'Observatoire de Haute-Provence. Voilà. Bien, pendant que vous travaillez sur cet ordinateur et avec votre télescope, qui fait combien?
1,52 m de diamètre. 1,52 m. Eh bien, nous allons avec tous ceux qui, dans leur jardin, essayent aussi de suivre Hyakutake, eh bien, nous allons suivre cette comète grâce aux éphémérides et aux cartes du ciel. À la mi-mars, la comète a commencé à se déplacer vers le nord en traversant la constellation du Bouvier. Dans la nuit du 24, la comète est passée au plus près de la Terre. Son éclat maximal et sa chevelure la plus longue ont eu lieu la nuit suivante dans la Petite Ourse, sa brillance ayant atteint celle d'Arcturus. Le 27, à 3 h du matin, la comète a frôlé l'étoile polaire. À partir du 28 mars, c'est au début de la nuit qu'il faudra chercher la comète. Pendant plus d'une semaine, elle sera bien visible vers 23 h au nord-ouest dans la constellation de Persée. À ne pas rater, du 3 au 4 avril, la pleine lune sera éclipsée par l'ombre de la Terre à minuit. Une occasion parfaite pour mieux apercevoir la comète qui volera en quelques heures au-dessus de l'horizon nord, en dessous de Cassiopée. Le 1er mai, Hyakutake approche de son périhélie, c'est-à-dire à sa plus courte distance du Soleil. Le soir, vous la verrez au-dessus du coucher de soleil, à droite du Taureau et des Pléiades. C'est à ce moment que la queue de la comète sera la plus spectaculaire. Après le 4 mai, Hyakutake disparaîtra de nos régions pour se rendre en direction de l'hémisphère sud, où d'autres prendront le relais. Michel Denfeld, nous sommes dans la salle de contrôle du télescope 120, c'est-à-dire que nous sommes en lumière visible. Enfin. Effectivement, ce télescope travaille en imagerie visible avec un détecteur électronique à transfert de charge. Le cliché a été suivi sur la comète et vous voyez ici les traînées d'étoiles. Oui, donc ce sont ces traits. Ces traits. Ça, ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles. Oui. Et pendant les 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute de pause du cliché, la comète s'est déplacée d'une quantité correspondant à ce trait. D'où nous pouvons déduire, connaissant la distance approximative de la comète, qu'elle se déplace à une vitesse de l'ordre de 37 km par seconde ou 130 000 km par heure. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, bien sûr. Alors ça, c'est une autre image en lumière visible. Elles sont extrêmement différentes. Pourquoi ? Ce cliché a été pris avec un appareil photographique standard. Donc le champ est beaucoup plus grand. Vous distinguez ici la totalité de la queue qui s'étend jusqu'à Arcturus, c'est-à-dire plus de 2 degrés. Alors, oui, là on ne voit pas la queue. Hein. Alors que le cliché pris au télescope de 120 correspond simplement à la partie centrale. Le champ est beaucoup plus petit. D'accord, le point blanc qu'on voit là, c'est la chevelure. Comme une goutte d'eau. Et la deuxième différence, c'est que ce cliché sur appareil photographique a été pris en 1 heure, alors que le cliché au télescope a été pris en 1 minute. L'image en noir et blanc telle qu'elle est présentée ici montre en fait que l'intensité est saturée au centre et montre difficilement les faibles intensités en dehors de la chevelure. En utilisant de fausses couleurs, nous pouvons faire apparaître le gaz à des distances beaucoup plus grandes du centre. Vous pouvez nous montrer donc ce que ça donne en fausses couleurs. Alors qu'est-ce que ça nous raconte, ces différentes couleurs ? Vous voyez ici que, bien entendu, le gaz s'étend beaucoup plus loin que ce qu'on voyait sur le cliché précédent, et on peut déduire de ce cliché, après analyse détaillée, la répartition d'intensité du centre vers le bord, ce qui va nous permettre de déduire la variation de la densité du gaz du centre vers le bord. Michel Festou, alors vous aussi, bien sûr, vous travaillez sur Hyakutake, mais alors cette fois-ci, je trouve quand même qu'elle a une drôle d'allure. Quel est votre domaine d'investigation ? La spectroscopie, c'est-à-dire l'étude de la lumière qui provient des comètes. Donc on ne forme pas une image de la comète, mais on collecte cette lumière et on la disperse avec un instrument qui nous donne ceci. Et on peut identifier dans un spectre, un document qui s'appelle un spectre, une signature qui est due à la poussière, on le sait. Et puis par-dessus, on voit des émissions caractéristiques qui ont des couleurs différentes et qui sont dues à des gaz. Et donc ça, c'est la globalité de la comète ou une partie spécifique ? C'est le centre de la coma. C'est le centre de la chevelure, de l'atmosphère de la comète. Alors quand moi je regarde ce spectre, moi je ne peux pas trop l'analyser, enfin je peux quand même voir qu'il y a des pics. Donc ça, vous m'avez dit que c'était les gaz. Alors celui-là est très très grand, pourquoi ? Vous mettez justement votre doigt sur l'émission qui est la plus importante de ce spectre. C'est celle qui nous indique la présence de l'eau dans le noyau et qui nous permet de mesurer l'abondance de la production d'eau par cette comète. Cette comète produit 6 tonnes d'eau par seconde. Ce qui est beaucoup Ce qui est beaucoup, oui.
Il y a très peu de comètes qui produisent plus d'eau au niveau de l'orbite de la Terre que cette comète. Oui, parce que vous, il faut dire que vous avez observé beaucoup de comètes, une cinquantaine, vous m'avez dit. Et donc, Hyakutake, par rapport aux autres... Hyakutake est la dernière, bien entendu, et elle s'inscrit dans une longue suite de comètes qui récemment ont été très brillantes, à commencer pour la Parallèle, puis Levy, puis Austin, puis Shoemaker-Levy, par exemple. Cette molécule, l'eau, est effectivement très importante. Est-ce qu'il y en a d'autres, des molécules dans... Bon, l'eau est le composant qui domine le noyau, c'est le composant majoritaire. Mais si on change de domaine de longueur d'onde, là on était dans le domaine visible, on peut par exemple voir ceci. Alors, c'est un document qui est légèrement différent. Au lieu de voir tout un spectre étalé, on ne prend qu'une seule raie. Et je vous présente ici 5 raies de la molécule qui s'appelle la formaldéhyde, qui est une des nombreuses molécules dont on a identifié la présence dans le noyau. Alors, la formaldéhyde, c'est une molécule que vous connaissez bien, mais alors pour nous, c'est un peu nouveau. Est-ce que c'est une molécule qu'on retrouve un peu partout dans l'univers ou est-ce qu'elle appartient proprement à la comète ? La signification de cette molécule, ou bien de monoxyde de carbone, une molécule qu'on connaît, et d'autres encore, c'est que les planètes, le Soleil, les comètes se sont formées à partir d'un même nuage de gaz. Et on retrouve dans les comètes les molécules qui existaient initialement dans ce nuage de gaz. Et la formaldéhyde est l'une d'entre elles, l'eau aussi. Donc les étudier, c'est peut-être aussi mieux comprendre l'origine de l'univers ? L'origine de l'univers, oui. On commence d'abord par étudier la composition chimique, essayer de comprendre si les comètes sont toutes identiques ou dissemblables, et ensuite, effectivement, de remonter à la composition de ce nuage avant que le Soleil ne se forme. Et l'origine, disons, au moins du système solaire, pas de l'univers. Alors, est-ce que vous échangez vos informations entre astrophysiciens ? Le résultat que je viens juste de commenter là, a été obtenu par une collaboratrice aux États-Unis, Maria Womack, qui travaille en Arizona avec une antenne radio. On a conçu un programme ensemble, elle a fait les observations, elle m'a envoyé par voie électronique les résultats et on discute la signification et plus tard on publiera ensemble. En même temps que ce télescope, d'autres sont braqués sur la comète. Alors, quelles sont leurs différences ? Ce qui différencie les télescopes, c'est pas tellement le télescope lui-même, c'est un peu contradictoire de dire ça, mais c'est l'instrument qui est accroché derrière, finalement. Le télescope est un grand collecteur de lumière, dont le diamètre peut varier, puisque sur ce site, par exemple, nous varions pour les 3 grands télescopes entre 1,20 m et 1,93 m. Mais l'instrument, ce sont des télescopes qui ont d'ailleurs un certain âge pour la plupart. Alors que les instruments qui sont accrochés au foyer de ces télescopes sont par contre, eux, très récents, ultra modernes, dotés d'une électronique très sophistiquée, qui est d'ailleurs conçue souvent et développée au laboratoire même par les ingénieurs et les techniciens qui travaillent sur le site en permanence. Et ce sont des merveilles d'électronique qui font des prouesses, finalement. Vous travaillez sur quoi ? Alors moi, je recherche la présence de vapeur d'eau dans cette comète Hyakutake, c'est-à-dire que je m'approche du centre en visant avec le télescope et j'essaye de mesurer la quantité de vapeur d'eau qui est contenue dans cette coma, qui est en fait le gaz libéré par la comète au moment où elle se rapproche et elle se réchauffe. Elle se rapproche du Soleil. À travers ça, quelle est votre vraie recherche ? Alors c'est vrai que là encore, un peu comme le télescope n'est qu'un instrument pour observer, la comète elle-même n'est aussi qu'un instrument de travail pour étudier des choses plus importantes encore. Vous savez que le système solaire est constitué de planètes, dont notre planète, la Terre, et cette Terre nous est très précieuse évidemment et très chère à tout point de vue. Et nous en respirons l'atmosphère. Et nous nous posons d'ailleurs beaucoup de questions sur l'évolution de cette atmosphère, sur les risques qui pèsent sur l'évolution à long terme. Et nous étudions également l'atmosphère des planètes voisines, qui n'ont pas eu la chance de voir la vie apparaître sur leur sol, Vénus et Mars, mais qui possèdent elles aussi une atmosphère qui a évolué un petit peu différemment. Et la caractéristique commune de ces atmosphères des planètes qui tournent autour du Soleil, c'est qu'elles ont toutes été libérées par l'intérieur de ces planètes. Au moment où ces planètes se sont constituées, l'intérieur a été écrasé par les dimensions colossales et la gravité qui s'exerçait sur le centre, sur le noyau. Et cet écrasement, ajouté à d'autres processus de réchauffement, a libéré les gaz qui étaient contenus, imprégnés en quelque sorte dans la matière primitive. Donc c'est un peu le même phénomène que les comètes ? Sauf que dans le cas de la Terre, il s'agissait de la pression finalement exercée sur l'ensemble de l'édifice, par sa dimension colossale, alors que dans le cas de la comète, c'est l'action du Soleil sur ce noyau qui va en
libérer les constituants les plus gazeux, comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone par exemple, et on va retrouver un petit peu le processus qui a abouti à la formation des atmosphères planétaires. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes conditions physiques qui règnent, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier, mais d'une certaine manière, la quantité de vapeur d'eau émise par cette comète nous renseigne sur la quantité de vapeur d'eau qu'a pu libérer l'édifice terrestre au moment où notre atmosphère s'est formée, et donc peut-être aussi expliquer l'importance des océans sur la planète, le fait qu'il n'y en ait pas eu, ou peut-être eu un petit peu moins sur la planète Mars par exemple. Tout ceci fait partie d'une étude assez générale qui est la formation et l'évolution des atmosphères des planètes du système solaire. Nous voici au petit matin, les télescopes se referment. Toute la nuit, la comète Hyakutake a été observée. Au Brésil, au Chili, en Australie, tous les astronomes amateurs et professionnels se retrouvent sur le réseau Internet. Bienvenue sur le réseau Internet avec la comète Hyakutake. Aux USA, toutes les images sont centralisées au centre de données cométaires du Jet Propulsion Laboratory. Un petit clic nous envoie au Chili, à l'Observatoire européen austral, où les jets de poussière de Hyakutake ont été traqués par les télescopes de nouvelles technologies et le noyau démasqué sous toutes les couleurs. L'Observatoire de Hawaï n'est pas en reste, mais les astronomes sont trop occupés pour mettre des images sur Internet. On se rabat sur l'Australie avec 3 belles images de notre comète préférée. Au Brésil, c'est la samba chez les astronomes du Laboratoire national d'astrophysique. Mais aux Canaries, toutes les plages sont désertes. Tout le monde participe au concours photographique judicieusement nommé Cometake. C'est dans un petit observatoire de Slovénie que la queue de la comète a révélé ses plus fins détails. Mais la France est aussi présente sur Internet, où l'Observatoire Pic du Midi suit jour le jour les errances de Hyakutake. Navigation. Ah, dernière nouvelle, certains internautes ont paru disparus dans les membres du réseau. Bien voilà, la nuit est passée et nous n'avons pas beaucoup dormi, nous n'avons pas dormi du tout d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a frappé cette nuit, c'est que si les comètes, elles voyagent, vous n'avez pas bougé de vos ordinateurs. Alors, est-ce que c'est ça l'observation aujourd'hui ? Alors c'est vrai que l'observation a changé depuis les années 50-60. Aujourd'hui, les astronomes sont dans une salle chauffée, bien en dessous du télescope. À l'époque, on observait à l'œil. C'était moins précis parce que les instruments se sont beaucoup améliorés. Ce sont des instruments électroniques maintenant, pilotés par l'informatique. Et en plus, on évite la présence de l'homme auprès du télescope, qui est une source de turbulence atmosphérique et qui finalement rend les images un petit peu moins précises. Et puis vous voyagez dans la tête. Absolument. Michel Festou, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan après cette nuit sur Hyakutake ? Premièrement, c'est d'être content d'avoir récolté des données, de les avoir mis dans la boîte, comme on dit. Oui, et deuxièmement, c'est un événement exceptionnel. Donc, on est content d'avoir ces données, de les analyser. Et ensuite, viendra la phase cruciale de comparer ce qu'on a fait avec ce qu'ont fait les collègues. Et ça va prendre combien de temps ? De quelques semaines à quelques mois pour les résultats principaux. Est-ce que vous vous êtes servi des résultats des dernières comètes qu'on a observées, puisqu'il y a eu une sonde qui est partie photographier la comète de Halley, Schumacher-Levy, tout le monde a vu percuter Jupiter. Est-ce que ça vous donne des données que vous réutilisez aujourd'hui ? On a prévu les plans d'observation de cette comète, Hyakutake, sur la base de ce que l'on a appris essentiellement dans les 15-20 dernières années. Et Halley et Schumacher-Levy sont des étapes dans cette connaissance des comètes. Elles nous ont appris des choses en leur temps, elles nous ont posé des nouvelles questions. Donc on a essayé de trouver de nouvelles données pour répondre à ces questions et je pense qu'on aura de nouvelles questions. Et en plus, la technologie avance, ce qui vous permet aussi d'avoir des méthodes plus sophistiquées peut-être, non ? Oui, ce que l'on fait aujourd'hui sur le plan quantitatif est sans comparaison avec ce que l'on faisait il y a 20 ans. On prenait une photo d'une comète, aujourd'hui on fait son spectre complet, on analyse la composition de sa lumière en tous ses points, dans tous les domaines de longueur d'onde, c'est infiniment plus riche. Et finalement, observer les comètes, est-ce que c'est pas opérer un formidable retour sur le passé ?
Tout à fait, oui. Ces comètes sont des objets très très anciens, comme la Terre qui est un objet ancien, mais ceux-ci n'ont jamais été transformés. Ils sont un peu en l'état où ils étaient, comme s'ils avaient hiberné pendant des milliards d'années, des milliers d'années, aux confins du système solaire. Et lorsque nous les regardons, nous avons en quelque sorte le témoignage de ce qu'était notre univers primitif il y a 4 milliards d'années, avant que la Terre ne se forme. Et donc c'est extraordinaire. Oui, c'est d'abord très émouvant, parce que c'était une sorte de pièce venue du passé, mais d'un passé bien antérieur à l'apparition de la vie sur la Terre. Et c'est très enthousiasmant, mais c'est aussi très précieux scientifiquement, parce que ça nous donne l'état de la matière avant que le Soleil ne se forme, dans le milieu qui environnait la zone où s'est formé le système solaire dans notre galaxie. Et cette brique primitive, en quelque sorte, est restée en l'état. Et ça nous donne finalement, en amont, toute la composition initiale de notre planète, de son atmosphère et finalement de ce qui a conditionné l'apparition de la vie sur notre sol. Et vous aussi, vous y pensez ? Oui, j'y pense d'une manière un petit peu complémentaire, en sens que la matière qui forme le Soleil, les planètes, les comètes, vient du milieu entre les étoiles. On ne peut pas aller dans ce milieu-là à l'heure actuelle. Donc étudier les comètes, c'est faire un voyage dans l'espace absolument fantastique. Oui, en tout cas, merci de nous avoir fait partager cette nuit remplie de sciences. Et puis je vous donne rendez-vous dans 9000 ans, au prochain passage de Hyakutake.